Bonjour à toutes et à tous, à ceux qui viennent de nous rejoindre. Merci une fois de plus de vous être connectés si nombreux pour ce nouveau webinaire sur le marché du high yield. Pourquoi ce webinaire aujourd'hui? Eh bien, tout simplement parce que on est dans une période avec un marché obligataire relativement cher, hein, où il y a peu de portage. On a des incertitudes quant à la remontée des taux souverains et beaucoup d'éléments nous font penser que aujourd'hui la période est plutôt propice aux sociétés à haut rendement. Donc, on a souhaité refaire un point là-dessus aujourd'hui, d'autant que nous avons lancé un nouveau fonds à échéance. Alors, un tour rapide sur nos expertises. Beaucoup d'entre vous nous connaissent pour nos fonds à échéance, puisque c'est le 4e que nous sortons en France. Mais au-delà de cette expertise de fonds datés, nous avons aussi des fonds ouverts. Il y a un fonds global à yield, ainsi que depuis peu un fonds sur l'euro, sur la zone euro, qui a été lancé il y a un petit peu plus d'1 an maintenant. Et évidemment, on a aussi des mandats de conseil, aussi bien sur le high yield US que le high yield euro. L'équipe, Edouard, si tu peux passer à la… Voilà, l'équipe aujourd'hui est composée à Paris de 4 personnes. Donc, Edouard Faure, que beaucoup d'entre vous connaissent aussi, qui est donc responsable de la gestion à yield, avec Emmanuel Jourdan, Romy Gruger et Florent Rouget, qui nous a rejoint il y a presque 1 an maintenant pour renforcer encore l'équipe en tant que gérant. Emmanuel et Romy, que vous avez sans doute déjà entendu intervenir ou vu à la belle époque où on pouvait faire ce genre d'événement en présentiel. Donc, vous avez déjà rencontré et qui sont plus sur la partie analyse crédit. Je vais tout de suite passer la parole à Florent. Il me semble que c'est lui qui va commencer. Et je vous souhaite une bonne présentation. N'hésitez pas, je rappelle, à poser vos questions tout au long de l'intervention dans la partie chat que vous avez à droite de votre écran. Merci Marie-Valérie. Bonjour à tous. Nous allons parler de high yield et un peu plus précisément de notre fonds Opportunité 2026. Vous allez voir que nous avons articulé cette présentation autour d'un thème qui fait l'actualité, hausse des coûts d'approvisionnement, plan de relance massif par les États, hausse du prix du pétrole, boom de la consommation éventuelle sur l'ouverture post-Covid, si jamais elle arrive. Le marché s'inquiète d'une éventuelle remontée de l'inflation et donc d'une hausse des taux. Vous savez que sur l'obligataire, quand les taux montent, en général, les prix baissent, mais vous verrez que le high yield est une classe d'actifs un peu particulière par rapport à ça, à travers un exemple concret historique que nous avons vécu en 2013, qu'Emmanuel présentera bien en détail pour montrer comment le high yield réagit dans ce genre de situation. Romy fera un point sur l'état de santé des entreprises du high yield, puisque bien sûr le principal risque sur notre classe d'actifs, ce sont éventuellement les défauts, les faillites des entreprises. Et donc on va faire un point sur la santé de ces entreprises-là après 1 an de Covid, voir où nous en sommes des niveaux de levier ou d'endettement et d'EBITDA. Et enfin, Edouard terminera avec vous montrera comment on a construit ce fonds Opportunité 2026 et pourquoi on pense qu'il est bien armé face à la situation actuelle. Mais je vais commencer d'abord par les quelques grandes caractéristiques de notre classe d'actifs qu'on ne sait pas toujours. Alors le plus évident, la première, ça on le sait, c'est le rendement. Dans un univers obligataire de rendement largement négatif où on paye les États souverains européens pour investir sur leurs dettes, le rendement du high yield euro se détache largement. Vous touchez 0,30% environ de rendement annuel quand vous investissez sur la dette des entreprises bien notées par les agences de notation. Sur le high yield euro, vous êtes à peu près à 2,7% de rendement attendu par an.
en moyenne. Donc une différence importante sur le rendement attendu. Ça vous permet aussi de construire pour vos clients des portefeuilles qui génèrent des cash flows récurrents. Et d'ailleurs, notre fonds Opportunité 2026 propose une part distribuante à ce sujet-là. Donc ça, c'est la première grande caractéristique sur le high yield, c'est qu'effectivement, il porte bien son nom, le rendement est élevé. On a construit le fonds 2026 avec un rendement encore plus fort à 4,10%. Tout ça, c'est en euros. On a quand même voulu laisser ici les chiffres de rendement attendus sur les obligations en dollars. Donc, on a 2,3% sur les dettes investment grade américaines et près de 5% sur les dettes à yield américaines. Mais attention, ces rendements sont présentés dans leur devise locale, c'est-à-dire qu'en gros, si le 4,9% sur le high yield américain, si vous vous protégez du risque de change, finalement, vous vous retrouverez à un rendement proche de celui du high yield européen, sachant qu'il y a à peu près un peu plus de 1% de taux de couverture. Alors, l'autre chose à prendre en compte quand on entend parler du high yield américain, c'est que la composition de l'indice n'est pas du tout la même. Il y a beaucoup plus d'entreprises très risquées là-bas, ce qui fait que le rendement, naturellement, peut apparaître plus élevé. Ramené en euros, vous avez à peu près les mêmes rendements selon les notations, donc selon les ratings, que vous soyez sur le WB, simple B ou triple C, vous avez à peu près les mêmes rendements, même si parfois il y a des petites différences qu'on aime bien arbitrer sur d'autres fonds, mais c'est pas le sujet sur notre fonds Opportunité 2026. Le rendement de 2026 à 4,10% exprimé intégralement en euros, donc c'est ce qu'on attend comme rendement pour les prochaines années, donc le rendement annuel, pour ce fonds-là. Une deuxième caractéristique sur notre classe d'actifs, c'est la duration. En moyenne, dans l'univers obligataire, vous voyez que la duration moyenne, la duration, c'est exprimé en années, la sensibilité du prix des obligations à des mouvements de taux. Plus votre duration est élevée, plus le prix des obligations va baisser. Donc, on voit avec 8,1 que, par exemple, les dettes d'État européennes sont très exposées à des mouvements de taux. Le prix des obligations, c'est très impacté par un mouvement de taux, puisqu'il faut les multiplier quasiment par 8 pour arriver au mouvement du prix. Le high yield a cette spécificité d'avoir une duration très courte, à 3,5 en moyenne pour le high yield européen et à 4 pour notre fonds 2026, ce qui fait que c'est une première protection contre les mouvements de taux par rapport aux autres classes d'actifs obligataires. Alors, une deuxième caractéristique importante qu'on peut voir à la slide d'après, c'est la corrélation avec les dettes d'État. Donc, la corrélation, ça exprime en gros dans quelle direction vont prendre les performances du high yield quand les performances des dettes d'État sont négatives. Donc, si les taux remontent, les performances des dettes d'État sont attendues négatives. Et donc, on regarde en moyenne dans l'histoire comment ça s'est passé pour le high yield euro dans ce genre de situation. Donc, en rouge dans le tableau en haut à gauche, vous voyez que le high yield euro sur une période de plus de 15 ans, la corrélation est négative. Donc, en moyenne, quand les prix des dettes d'État baissent, le prix du high yield monte. Alors, la première, pardon, quand les prix oui, c'est ça, le prix des dettes d'État baisse, les prix du high yield montent. Ça s'explique assez facilement, assez intuitivement. Souvent, quand on craint une hausse des taux, c'est souvent parce qu'il y a un retour, on attend un retour de la croissance. Et un retour de la croissance pour les entreprises les plus vulnérables, bien sûr, c'est une bonne nouvelle. Quand les entreprises sont exposées au cycle, quand le cycle s'améliore, forcément, c'est positif pour la santé de ces entreprises-là. Après, cette corrélation de long terme, qui est une moyenne sur plus de 15 ans, peut de temps en temps passer positive. C'est-à-dire que ce n'est pas une vérité permanente. Il peut y avoir des moments de corrélation positive. Ça a été le cas, par exemple, sur les 12 derniers mois, où on voit en rouge à nouveau dans le petit tableau en bas à gauche que la corrélation du yield euro et de l'État allemand a été positive, mais c'est très légèrement d'abord, la première chose. Et ensuite, dans le graphique de droite, on voit que ces moments de corrélation positive sont toujours des moments assez brefs. Autrement dit, si vous investissez sur un fonds à un horizon 2026, vous êtes largement protégé de ce risque de corrélation positive. Et voilà, donc ces périodes de corrélation ne durent jamais dans le temps. Donc ça, c'est une chose importante à noter. Emmanuel vous parlera du cas très particulier, du cas que nous avons vécu, d'une situation de marché un peu similaire à celle que nous vivons aujourd'hui. Et vous verrez que pareil, il y a eu un moment de corrélation positive, mais qu'il n'a pas duré.
et qu'il a fini par passer. Le dernier point sur ce slide qui m'intéresse, c'est la corrélation que l'on voit entre le high yield euro et les actions européennes, donc Eurostoxx, qui ressort positive à 71%, historiquement, c'est-à-dire que quand le prix des actions monte en moyenne, sur 15 ans, le prix les performances du high yield progressent également. Alors à ce titre, on va voir la slide d'après, un retour sur les performances depuis les 10 dernières années du high yield euro par rapport aux actions européennes. Illustré dans le graphique de gauche, on voit que les performances du high yield euro sont proches des actions européennes avec 6,1% de rendement par an contre 6,3% pour les actions européennes. Mais tout ça avec une volatilité près de 2 fois moins importante, avec 7,5% de volatilité pour les high yield euro contre près de 17% pour les actions européennes. Autrement dit, si vos clients étaient investis sur les high yield européens, ils auraient eu à peu près la même performance, un peu moins que la performance des actions européennes, mais ils auraient beaucoup mieux dormi avec une volatilité beaucoup plus faible. L'année dernière, la performance du high yield euro était positive de près de 2,7%, alors que les actions européennes ont fait moins 2,7%, et je crois que le CAC était à peu près à moins 4%. Donc le high yield européen a plutôt bien traversé cette année de Covid. Mais je vais laisser la parole maintenant à Emmanuel qui va faire un retour sur une situation de marché similaire à ce que nous vivons aujourd'hui et nous expliquer comment le high yield a réagi face à un risque haussier de taux. Bonjour à tous, merci Florent. Donc voilà, concrètement, on s'est dit maintenant qu'on voit des craintes concernant la hausse des taux, on a un peu fouillé dans nos archives et on a retrouvé un exemple très parlant qui en fait concerne l'année 2013 lorsque le patron de la Fed à l'époque s'appelait Ben Bernanke, suite à une phase de voilà, on sentait une remontée de la croissance poindre et du coup il était temps pour la Fed d'arrêter de faire tourner l'hélicoptère à monnaie. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben Bernanke fin avril sort un thème qui a un peu surpris le marché, c'était le fameux tapering. Donc qu'est-ce que ça disait? Ça disait en fait aujourd'hui on va rentrer dans un nouveau cycle de resserrement monétaire. Alors on va passer à la slide suivante pour tout de suite comprendre un peu ce qui s'est passé sur les marchés. Donc, vous voyez ici en rouge foncé et en rose pâle la performance, enfin les spreads du high yield euro en rouge donc et en plus clair les spreads sur le high yield US. On voit que depuis la fin de l'année 2012 à l'époque, on avait une phase de resserrement des spreads, donc tout se passait plutôt bien. Et puis fin avril, Ben Bernanke dit que c'est terminé. Maintenant, resserrement monétaire. Donc, on observe un écartement des spreads suite à cette annonce. Cet écartement a été quand même assez rapide, assez violent, mais on le voit quand même, puisqu'on vous a surligné la période d'écartement, elle était quand même assez bref. Ça a duré 3 mois. Ça a duré 3 mois. Pendant cette période, on a eu à peu près une centaine de points de base d'écartement des spreads. Et puis le marché digère la nouvelle et puis, in fine, on retrouve un niveau qui va se normaliser progressivement jusqu'à la fin de l'année. On va même retrouver des niveaux de spread encore plus faibles que ce qu'on avait connu avant l'annonce de ce resserrement monétaire. Donc finalement, ce que ça nous dit, c'est que le high yield peut avoir un impact lors d'une hausse des taux, mais c'est temporaire. Et les spreads effectivement plus conséquents sur cette classe d'actifs nous aident aussi dans ces périodes-là. Ensuite, deuxième élément intéressant à voir, voilà, slide suivante, c'est qu'est-ce que ça a donné en termes de volatilité. Eh bien, on voit donc sur le graphe de gauche l'impact sur le high yield US en gris et sur le high yield euro en rouge de cette annonce qui en fait a eu pour conséquence une augmentation assez forte de la volatilité. Alors elle a été évidemment plus importante cette hausse de la volatilité sur le marché US. Par sympathie, le high yield euro l'a subi également, mais de manière un peu moins forte. Mais vous voyez, encore une fois, c'est une période de volatilité qui a été brève.
Elle a duré 3 mois, donc le même temps que la période d'écartement des spreads que je vous présentais précédemment. Donc ça, c'est pour la classe d'actifs en général. Si on se penche de manière on va un peu plus en profondeur, qu'est-ce que ça a donné en termes de pic de volatilité selon les segments? Alors, on aurait pu s'attendre à ce que la partie la plus risquée du high yield, c'est-à-dire le simple B, donc vous voyez, le simple B, c'est la courbe qui est en gris sur le graphe de droite. On aurait pu s'attendre à ce que cette courbe atteigne des sommets, puisque on a tendance à penser que tout ce qui est plus risqué va surréagir à des annonces négatives, des annonces qui surprennent le marché. Eh bien, on voit que pas du tout. Finalement, le simple B a très bien encaissé cette annonce en termes de le choc de volatilité a été relativement contenu. Et encore une fois, on voit que ça a été temporaire. Donc, c'est assez intéressant et donc je mettrai tout de suite ça en lumière par rapport à notre fonds Opportunité Yield 2026 qui est justement un fonds plutôt simple B. Donc, à l'aune d'une éventuelle hausse des taux que donc on pourrait éventuellement rencontrer d'ici la maturité du fonds, notre fonds Swiss Life Opportunity Yield 2026 offre le double avantage d'être principalement exposé euro, donc on aurait moins de volatilité a priori, et en plus est principalement simple B. Donc on encaisserait parfaitement un choc et celui-ci serait encore une fois temporaire. Alors la slide suivante est intéressante pour vous montrer que dans le passé, on a effectivement eu une phase de décorrélation qui en fait ne s'est pas, il n'y a pas eu d'exception, comme l'expliquait Florent, sur la décorrélation entre le high yield et les marchés de taux. Donc début 2000 jusqu'à entre la fin de l'année 2012 et l'annonce par Ben Bernanke d'un tapering, donc d'un resserrement monétaire, on était clairement en situation de décorrélation entre les marchés de taux qui sont la courbe rouge foncé et les marchés high yield où on voit le rendement en rose pâle. Donc on voit qu'ils étaient bien décorrélés. Et puis l'annonce a effectivement provoqué une phase de corrélation. Elle a duré 3 mois, donc encore une fois, c'était très bref. Donc même ça coïncide avec cet écartement qu'on a vu sur les spreads et ce pic de volatilité. Hein. Et finalement, le marché digère cette annonce. Finalement, un retour à la croissance se confirmant, c'est très positif pour les sociétés du high yield. Et donc, à partir de septembre, on voit que le rendement sur le high yield baisse à nouveau, puisque les sociétés high yield continuaient à payer leurs coupons, le profil de crédit s'est amélioré, et donc on voit que le high yield n'a pas du tout réagi en sympathie avec cette poursuite de la hausse des taux qui on voit va au-delà encore jusqu'à la fin de l'année 2013. Donc vous voyez que concrètement, on ne craint pas trop on ne craint pas trop une phase de resserrement monétaire pour le fonds. Je vais donc ici nous avons vu voilà ce que pouvait donner une phase de resserrement monétaire, donc la réaction du marché yield par rapport à une hausse des taux. Maintenant, deuxième risque important à prendre en compte dans une gestion à yield, c'est le risque de défaut, et Romy va vous le présenter. Merci Emmanuel. Donc maintenant, j'aimerais revenir sur un autre point pourquoi on pense que le high yield est une classe d'actifs qui résiste très bien dans les phases de remontée des taux, et c'est en fait que cette remontée de taux provient d'une reprise économique. Et cette reprise économique, en fait, pour le high yield, nous fait plutôt baisser notre principal risque, qui est celui du risque de défaut. Donc, nous pensons que effectivement, les taux de défaut vont baisser à partir de maintenant grâce à cette reprise économique. Et pour illustrer ce point, on va voir sur la prochaine slide la situation en termes de taux de défaut aujourd'hui en Europe. Et donc, le premier constat qu'on peut faire ici, c'est que vous voyez sur le graphe du haut, dans la ligne bleu foncé, les taux de défaut réalisés sur 12 mois glissants comme calculés par Moody's.
Et vous voyez en fait sur le côté plutôt à droite que nous sommes aujourd'hui plutôt sur une remontée de ces taux de défaut et très probablement sur un pic. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en Europe, à fin février, le taux de défaut réalisé à 12 mois glissants s'élève à 4,9%. Cependant, Moody's anticipe en fait que grâce à la reprise économique, ce taux de défaut va baisser à 2,5% à la fin de l'année. Ce qui est intéressant dans ce taux de défaut réalisé, c'est qu'en fait, il est largement en dessous de ce qu'on attendait encore de l'année dernière. Vous voyez qu'en fait, Moody's l'année dernière, en juin 2020, pensait qu'aujourd'hui, on serait à 8% de taux de défaut au pire du taux de défaut après crise. Néanmoins, nous sommes à 4,9, ce qui est resté largement en dessous des projections de Moody's et d'ailleurs également en dessous des taux de défaut maximum qu'on avait pu voir dans la crise de 2009, qui était près de 13%. Donc, vous savez bien sûr que nous avons vu une intervention très rapide et très décidée à la fois de la Banque centrale européenne et des différents gouvernements nationaux qui ont en fait permis de finalement aux entreprises de garder accès à la liquidité, voire de faire appel à des aides. Et en fait, finalement, nous sommes trouvés, certes, dans une situation de remontée de taux, mais moins grave de ce qui a été anticipé. Un autre point que j'aimerais mentionner, c'est que vous voyez ici sur la ligne grise qu'il existe encore un scénario pessimiste qui fait Moody's où en fait on ne serait pas encore sur le pic de défaut, mais les taux de défaut pourraient encore remonter. Il faut savoir que l'hypothèse sous-jacente à ce scénario pessimiste, c'est que en fait le vaccin contre la Covid ne marcherait pas du tout. On se retrouverait encore très longtemps en confinement, avec un chômage accru et avec des spreads sur le high yield qui resterait au-dessus de 10% pendant un an. Il faut savoir, on a pu voir des spreads au-dessus de 10% il y a précisément un an, quand on était au début de la crise avec le manque de visibilité. Cette hausse des spreads à plus de 10% a duré une semaine. Là, dans le scénario de Moody's, on serait sur un an de spread au-dessus de 10%, donc ça paraît très pessimiste et relativement peu probable aujourd'hui, sachant que le vaccin, même s'il arrive malheureusement un peu lentement, est quand même pour l'instant tout à fait efficace. Et vous voyez d'ailleurs que le scénario de base qui est en rose est très proche du scénario jaune qui est le scénario optimiste parce qu'en fait, on peut quand même espérer que le vaccin marchera et que d'ici la deuxième moitié de l'année, on pourra avoir une reprise de l'activité économique tout à fait à des niveaux avant crise. Un dernier petit point que j'aimerais mentionner, c'est les taux de recouvrement en Europe, qui sont aujourd'hui de 60% à fin février. C'est donc ce que vous récupérez une fois que votre obligation a fait défaut, vous récupérez quand même encore un restant de valeur. Donc ce taux de recouvrement, il est aujourd'hui à 60%. Là encore, aussi mieux de ce qu'on aurait pu attendre, puisque la moyenne historique était plutôt de 40%. Maintenant, on va passer à la situation aux US, qui est tout à fait comparable. Vous voyez donc le même graphe avec ici la courbe en rouge, le taux de défaut réalisé sur 12 mois glissants. Et là, à fin février, nous sommes à 7,9% aux États-Unis. Et nous attendons ici aussi, comme en Europe, une baisse très rapide du taux de défaut à 4,6% à la fin de l'année dans le scénario central. Ce qui est intéressant, c'est que là aussi, nous sommes restés en termes de taux de défaut réalisé bien en dessous de ce qu'on aurait pu craindre l'année dernière. Moody's pensait en effet qu'on allait plutôt voir un pic à 14%, alors qu'aujourd'hui, on est plutôt à 7,9%. Et vous voyez même que le taux de défaut a déjà légèrement commencé à baisser aux États-Unis. Et là encore, comme en Europe, nous sommes restés très largement en dessous du pic de 2009 qui était près de 15%.
Donc, il y a une chose qui est quand même un peu différent aux US qu'en Europe, que vous allez voir sur la slide suivante. C'est que, en fait, ce taux de défaut plus élevé, il est tiré essentiellement par un secteur en particulier, qui est celui de l'énergie. Vous voyez ici la courbe jaune qui est le marché US High Yield uniquement énergie. Et vous voyez en vert le marché US High Yield hors énergie. Et vous voyez qu'en fait, si on avait retenu uniquement un taux de défaut du marché US High Yield à fin février hors énergie, on serait à 3,6% et non 7,9%. Et c'est en fait ce secteur de l'énergie qui malheureusement était déjà fragilisé par la baisse du baril avant crise, qui tire en fait la moyenne vers la hausse. Et j'en profite à ce moment pour mentionner que Bond High Yield Opportunity 26 exclut désormais le secteur de l'énergie. Pardon, il exclut depuis toujours le secteur de l'énergie parce qu'en fait, on trouve qu'il y a une volatilité accrue. On a décidé de l'exclure. Et aussi, on constate que nos clients deviennent de plus en plus sensibles au sujet ESG qui se prête un peu moins à ce secteur également. Donc, sur la slide suivante, vous voyez une autre façon de voir les attentes sur les taux de défaut, qui est de regarder le taux d'émetteurs qui traitent à des niveaux distress, c'est-à-dire les obligations qui traitent à des cash price en dessous de 80%. Donc, on voit aujourd'hui que le marché, comme Moody's, attend que en fait, le pic des défauts est largement derrière nous, puisque sur le graphe de gauche, vous voyez que la ligne bleue, elle a très fortement baissé. Elle est retournée près de 0% d'émetteurs distressed aujourd'hui sur le marché high yield US. Et vous voyez encore sur le graphe de droite, dans les barres bleues foncées, que c'est encore une fois, pour l'instant, le secteur énergie qui monopolise une grande partie de ces émetteurs distressed, suivi par d'autres secteurs qui sont un peu plus impactés par le Covid, évidemment. Sur la slide suivante, on voit que la situation en Europe, elle est tout à fait comparable. Là aussi, le ratio d'émetteurs distress, il traite à 0,7% aujourd'hui, donc près de zéro, parce qu'en fait, le marché pense qu'avec la reprise économique, les taux de défaut, normalement, devraient très rapidement baisser. Et pourquoi le marché pense ça? Un dernier point sur la slide suivante. C'est que, en fait, aujourd'hui, nous nous retrouvons dans un mouvement d'assainissement des bilans des entreprises. Donc, le marché high yield étant évidemment un marché où les entreprises sont plus fortement endettées, la santé des bilans est primordiale. Et vous voyez, en fait, sur le graphe de gauche, que les entreprises ont déjà fait preuve d'une grande prudence financière depuis le début de la crise, puisqu'elles ont accumulé les liquidités. Vous voyez, le graphe, c'est le pourcentage de liquidité en termes d'actifs qui a fortement monté. On constate également que les entreprises ont suspendu les dividendes, du moins au début de la crise, par prudence, qu'elles ont réduit les investissements, les acquisitions et fusions. Et même si ces choses-là reprennent très doucement en sortant de la crise, selon les secteurs plus ou moins impactés, on constate par exemple qu'aujourd'hui encore, les rachats d'actions sont quasiment tout à fait suspendus, puisque les entreprises attendent d'abord de voir le retour de la croissance avant de mener des stratégies de bilan plus agressives. Une deuxième raison pourquoi on peut attendre que les entreprises vont réparer leur bilan, c'est que vous voyez sur la droite, c'est que évidemment, en sortant du confinement, on peut espérer que l'activité économique reprenne tout à fait son cours d'avant, du moins pour la deuxième moitié de cette année en Europe, et aux États-Unis, évidemment, il y a même un petit peu d'avance. Et on attend donc que par la remontée des bénéfices, mécaniquement, le levier des entreprises va baisser. Et évidemment, sur le marché high yield, cet effet de levier joue
plus particulièrement puisqu'il réduit le plus grand risque sur notre secteur, qui est le risque de défaut. Et donc maintenant, je vais passer la parole à Édouard qui va vous expliquer comment on compte en tirer un profit. Merci Romy, bonjour à tous. Alors vous l'avez vu, on est dans une situation de marché où on s'attend à un moment à une hausse des taux probable et on s'attend aussi à une reprise économique importante, sachant que ces deux effets sont intimement liés. Et il nous a paru opportun aujourd'hui de vous présenter pour nous une solution d'investissement qui semble assez bien répondre au contexte actuel de marché. Et cette solution, c'est un fonds échéance à yield avec une maturité 2026. Alors, avant de rentrer dans les détails de la construction de notre fonds, je voudrais revenir très rapidement sur notre expérience de gestion des fonds échéances pour vous dire deux choses. La première, c'est que ce n'est pas le premier fonds que l'on gère. Hein. On a lancé notre expertise en 2012 et le deuxième point sur lequel je voulais insister, c'est le fait qu'on ait lancé seulement, j'ai envie de dire, 4 fonds à échéance qui sont commercialisés en France ou qui ont été commercialisés en France pour ceux qui sont fermés depuis 2012. C'est vrai que pour nous, les fonds échéance à yield sont vraiment un moyen de saisir une opportunité sur le marché quand les primes de risque se sont écartées après une crise, à un moment où vraiment on estime que le marché du yield est attractif. Et c'est pas du tout un produit de campagne dont on lancerait des fonds tous les 6 mois ou tous les ans en les rollant ou en étendant les maturités à un certain moment de leur vie. Donc ça, c'est vraiment un point important. Ce qu'il faut retenir de cette slide, c'est qu'on lance un fonds échéance quand on estime qu'il y a une opportunité de marché, quand les rendements nous paraissent attractifs. Alors évidemment, notre risque principal hein, sur les fonds échéances, sur les fonds à yield en général, est le risque de défaut. Et pour nous, le fait de lancer aussi quand il y a un moment opportun de marché, eh bien, ça permet d'avoir un coussin en cas de défaut dans les portefeuilles. C'est-à-dire que quand on lance un fonds échéance qui a un rendement de 4%, évidemment, on a un peu plus de marge pour amortir un défaut que quand le rendement du portefeuille est à 2% ou un défaut pourrait avoir un impact plus important en termes de valorisation dans ce portefeuille. Rentrons un peu plus dans le détail de la construction de notre fonds Bond Yield Opportunity 2026. Pour ceux d'entre vous qui nous ont suivis sur nos précédentes moutures de fonds échéances, vous verrez c'est très très similaire. On n'a pas changé notre manière de gérer, notre manière de construire le fonds. On a plutôt un système qui marche assez bien. Du coup, on a décidé de le reconduire à quelques exceptions près pour le fonds 2026. Le premier point, vous l'avez bien compris, on est sur un fonds qui investit exclusivement en obligations à haut rendement. Ces obligations à haut rendement sont libellées en euros, en dollars ou en sterling, sachant que tout investissement en devises autres que l'euro sont couverts contre le risque de change. On n'est pas, nous, là pour prévoir ou prédire la parité euro-dollar ou euro-sterling. Notre métier tous les jours, c'est d'évaluer le risque de défaut et d'essayer de le minimiser. Et donc, du coup, on annule complètement ce risque de change en couvrant totalement nos investissements hors euro. On a décidé, comme dans tous nos fonds échéances, d'investir seulement dans des sociétés industrielles, c'est-à-dire qu'on n'investit pas dans des dettes subordonnées émises par des banques ou des assurances, donc toutes les AT1 ou Legacy Tier 1 ou COCO. Pourquoi? Parce que généralement, ce sont des dettes perpétuelles avec une non-certitude sur le paiement du coupon. Le paiement du coupon n'est pas un événement de défaut lorsqu'une banque ne paye pas son coupon sur une AT1, alors que c'est un événement de défaut sur une société industrielle classique qui vient en fait protéger les créditeurs. En plus, les coupons, la banque pourrait continuer à payer un dividende à ses actionnaires, ce qui rend encore plus faible la protection des créditeurs. Donc c'est vrai que on est sur un fonds à échéance et sur un fonds de portage, hein, c'est quand même l'objectif principal, hein, c'est de rester investi et de porter les obligations pour profiter du rendement embarqué du fonds, et investir sur des dettes perpétuelles dans un fonds échéance sans certitude sur le coupon dans un fonds de portage, ça devient relativement conceptuel. Donc pour nous, c'est vraiment une classe d'actifs à part et on n'en met pas dans nos fonds échéances.
Deuxième élément qu'on exclut, ce sont les sociétés qui sont implantées dans des pays émergents. Pourquoi? Parce que, encore une fois, notre risque principal, c'est le risque de défaut. On doit avoir eu des vagues de défauts dans le passé pour savoir à quelle sauce on va être mangé si on a un défaut dans le portefeuille. Et pour nous, c'est important aussi qu'il y ait une loi des faillites bien établie et que les gouvernances des entreprises soient claires, ce qui n'est pas toujours le cas dans les pays émergents. En plus, la dimension géopolitique et la dimension étatique prend beaucoup plus d'importance. Et donc, du coup, c'est une autre manière d'analyser les sociétés où la partie macroéconomique, si je puis dire, ou la partie relative à l'État prend beaucoup plus de place. Donc, encore une fois, c'est pas qu'on n'aime pas les émergents, mais pour nous, c'est une classe d'actifs à part et on a voulu vraiment concentrer notre fonds sur un seul et unique risque, le risque de défaut des sociétés industrielles implantées dans les pays corps. Au moins, c'est beaucoup plus facile à suivre et c'est comme ça qu'on arrive à construire nos portefeuilles. On a décidé, comme Romil disait aussi, d'exclure le secteur de l'énergie pour 2 raisons. Des raisons de volatilité, évidemment. Il y a eu 2 crises sur ce secteur-là qui ont été majeures en 5 ans. Ce qui rend le secteur très vulnérable. Et le deuxième point, qui est le point principal, c'est aussi pour des questions évidemment de ESG. On essaie d'intégrer des critères ESG dans nos portefeuilles. Supprimer l'énergie est un premier pas très important vers des fonds beaucoup plus verts. Enfin, et j'y reviendrai d'ici dans 2 ou 3 slides, on a une caractéristique qui pour nous est importante, on gère notre fonds en maturité statistique et pas en maturité finale. Alors, la politique d'investissement, vous l'avez bien compris, je l'ai répété un certain nombre de fois depuis que j'ai pris la parole, notre risque principal. Excuse-moi de te couper, c'est Marie-Valérie. Peut-être que tu peux réexpliquer la différence entre la maturité statistique et… Oui, comme je le disais, j'y viens juste après. En fait, j'ai des slides exprès pour ça. Donc, je le mentionnais, mais j'explique plus en détail après avec quelques slides à l'appui. Du coup, sur la politique d'investissement, je disais, comme vous l'avez compris, notre risque principal, c'est le risque de défaut. Et du coup, on a un process d'analyse fondamentale assez poussé pour justement essayer de limiter au maximum les défauts ou les pertes en cas de défaut dans nos portefeuilles, dans tous nos portefeuilles et en particulier dans nos fonds à échéance. Donc on a un processus qui est vraiment bottom-up, c'est-à-dire qu'on passe beaucoup de temps sur l'analyse des business des sociétés dans lesquelles on investit et l'analyse de leur situation financière. Ces analyses-là, on les remet à jour très régulièrement, au moins une fois tous les trimestres au moment des résultats, et plus si nécessaire, si des événements exogènes venaient à modifier la qualité de crédit d'un émetteur, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Nous remettons à jour nos analyses et nous prenons les décisions en conséquence de la conclusion de nos analyses. Nous mettons aussi un point d'honneur à bien diversifier nos portefeuilles. Ça, c'est vraiment une caractéristique importante et c'est pareil, dans toute fin de présentation, il y a une slide qui va encore illustrer de manière plus concrète la diversification, mais pour nous, c'est important d'avoir une diversification géographique. C'est pour ça qu'on est à la fois investi sur le yield euro et sur le yield américain, le yield en sterling restant une poche relativement modeste en termes de taille dans notre portefeuille, mais le yield américain étant 5 fois plus gros en termes de taille que le yield européen, c'est vrai que ça nous offre une possibilité de diversification vraiment très importante. Nous cherchons aussi à diversifier nos investissements en termes de secteurs, ne pas être que dans des secteurs cycliques ou ne pas être que dans des secteurs non cycliques, mais essayer d'avoir à peu près tous les secteurs qui nous sont offerts, à part évidemment l'énergie comme on l'a dit précédemment, et essayer d'avoir une répartition assez homogène entre les secteurs en fonction de ce que peut nous offrir le marché à yield. Enfin, nous diversifions aussi en termes de nombre de lignes et plutôt de poids d'émetteurs, puisque dans nos fonds, lorsqu'ils sont en période de croisière, un émetteur ne peut pas représenter plus de 2% de notre portefeuille. Ça, c'est vraiment important pour nous d'avoir cette limite à 2%. Pourquoi? Parce que, évidemment, ce que je vais dire est assez évident, mais si une société dans notre portefeuille fait défaut et qu'elle représente 2%, l'impact n'est pas le même que si elle représentait 5 ou 6%. Du coup, voilà, on a la possibilité de diversifier nos portefeuilles en limitant nos investissements à 2% par émetteur. Donc, on le fait et ça nous permet effectivement de limiter l'impact d'un éventuel défaut dans le portefeuille. Alors, pour faire plaisir à Marie-Valérie, j'ai décidé d'insérer quelques slides
sur la maturité statistique et la maturité finale. Et c'est vraiment un point important pour nous. C'est un peu technique, mais vous verrez, c'est un point qui nous différencie beaucoup de nos concurrents. Pourquoi? Parce que en fait, les fonds échéances, ils ont été créés post-crise de 2008-2009. Ils viennent de la classe de la catégorie investment grade. Dans cette catégorie-là, les titres émis, les obligations émises ont une maturité finale, et puis les titres vivent leur vie jusqu'à leur maturité finale, et à leur maturité finale, les sociétés les remboursent ou les refinancent assez classiquement. Chez nous, sur le yield, c'est pas tout à fait la même chose. En fait, la plupart des obligations ont des structures de call-émetteurs, c'est-à-dire que l'entité émettrice, la société qui émet l'obligation, a la possibilité de rappeler par anticipation son obligation à un prix donné à une date fixée au moment de l'émission. Ces obligations qu'on appelle callables, aujourd'hui c'est plus de 85% du marché à yield. Donc c'est vraiment une très très grande majorité. Le problème du coup, c'est que ça crée de l'incertitude quant à la maturité réelle d'une obligation à yield finalement, parce qu'on sait qu'elle va fluctuer entre la date de premier call et la maturité finale, mais on ne connaît pas au moment de l'émission d'une obligation la maturité réelle du papier dans lequel on a investi. Comment évolue la maturité de ces obligations? Eh bien, si les conditions de refinancement sur le marché s'améliorent, alors les sociétés, a priori, pourront se refinancer à un coût moindre, et donc elles auront intérêt à rappeler leurs obligations par anticipation, et donc du coup elles iront traiter à un call court. Donc, la maturité se réduira. À l'inverse, si on a une dégradation des conditions de refinancement, ou bien si la qualité de crédit d'un émetteur se dégrade, eh bien ces conditions de refinancement, ou en tout cas le prix qu'elle devrait payer pour sa dette augmenterait. Donc du coup, elle n'a pas intérêt à se refinancer par anticipation, mais plutôt à garder ses obligations jusqu'à la maturité finale. Donc ça, c'est vraiment un point important et qui est très très spécifique. Alors comment ça se traduit dans les fonds échéances? On a essayé de l'illustrer avec un petit graphique ici. Parce que, comme vous avez dû le voir, beaucoup de nos concurrents gèrent en maturité finale, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas la possibilité d'investir dans des obligations dont la maturité finale, encore une fois, de ces obligations est supérieure à l'échéance du fonds, plus 6 mois et 1 jour. Le problème que l'on a si l'on fait ça sur notre fonds 2026, c'est que en fait, on va investir que dans des obligations qui ont une maturité entre juin et décembre 2026. Et si les conditions de refinancement s'améliorent, si on est en croissance économique, eh bien, on risque, les sociétés auront très probablement intérêt à se refinancer par anticipation pour diminuer leur coût de financement. Et donc, on pourrait se retrouver d'ici 2 ans avec près de 80% du portefeuille en liquidité. Parce que, évidemment, les call-émetteurs, et ça je ne l'ai pas précisé, j'aurais dû le faire, c'est au gré de la société et nous, on ne peut rien y faire. Quand la société nous rappelle, on est obligé d'accepter ce rappel. D'ailleurs, on n'a rien à dire. Nos obligations sont automatiquement remboursées. Du coup, on pourrait se retrouver 2 ans avant l'échéance, après 2-3 ans avant l'échéance du fonds, avec quasiment que des liquidités dans le portefeuille, et il faudrait du coup les replacer avec une maturité beaucoup plus courte, ce qui viendrait évidemment amputer de manière non négligeable le rendement du portefeuille que vous avez communiqué au moment de votre investissement. À l'inverse, on pourrait se dire, très bien, on a ce problème de réinvestissement, prenons le contre-pied de cela, investissons que dans des obligations dont les premières dates de call sont autour de l'échéance du fonds. Bien là, l'effet est inverse. On pourrait se retrouver du coup le 28 juin 2026 à 2 jours de l'échéance du fonds et de devoir vous rembourser avec 100% du portefeuille investi en obligations, avec des maturités en 2028, 2029, 2030, et être bien évidemment vendeur forcé parce qu'on doit vous rendre vos liquidités le 30 juin, on n'a pas le choix. Et donc du coup, être vendeur forcé sur le marché, généralement, c'est relativement mauvais signe pour les prix des obligations qu'on nous offrira pour qu'on puisse les vendre. Du coup, l'impact sur le rendement serait d'autant plus élevé. Du coup, ce qu'on a voulu faire, c'est balancer ce risque de revente et balancer ce risque de replacement en réfléchissant en maturité statistique. C'est-à-dire que pour chaque obligation en portefeuille, on établit la maturité statistique qui fluctue entre la première date de call et la maturité finale de l'obligation. Cette maturité, elle évolue en fonction des conditions et des conditions de marché et de la qualité de crédit des sociétés. Et ce qu'on fait, c'est qu'on veut que la maturité statistique moyenne des titres en portefeuille soit centrée sur l'échéance du fonds. On aura donc des dates qui sont plus longues et qui viendront compenser le manque à gagner que l'on a par les remboursements anticipés de la part des sociétés. Alors voilà, c'est un peu technique, mais je pense que c'est important. C'est vraiment un point crucial pour nous et relativement innovant
sur les fonds échéances. Ça nous permet aussi d'essayer de limiter l'impact sur le rendement qui est communiqué. Le rendement qu'on communique quand vous investissez, il est loin d'être certain. Mais en tout cas, via cette gestion, ça minimise un peu les impacts. L'autre point aussi, c'est qu'on arrive du coup à porter nos fonds à échéance, et bien jusqu'à leur échéance, ce qui est relativement rare dans le milieu à yield. Je pense que vous l'avez vu dans beaucoup de sociétés de gestion, ils sont obligés de 2 ans, 3 ans après le lancement de leur fonds d'étendre la maturité, d'en créer un nouveau et de fusionner les fonds parce que, évidemment, quand on gère en maturité finale, on se retrouve avec un manque de papier et des problèmes de réinvestissement très importants. Alors nous, c'est pas notre philosophie, on essaie de porter nos fonds échéance jusqu'à échéance. D'ailleurs, notre fonds 2021 clôture aujourd'hui. Vous voyez, donc on a vraiment réussi à le porter jusqu'au bout. Deuxième innovation qui pour nous est très importante, c'est d'avoir un fonds ouvert aux souscriptions et au rachat pendant toute la durée de sa vie, du premier jour de la création jusqu'au dernier jour de sa vie. Pourquoi? Parce que, comme je le disais en introduction, on lance un fonds échéance quand on estime qu'il y a une opportunité de marché. Ces fonds échéances-là ont une durée de vie de 5-6 ans. Une opportunité de marché, ça n'arrive pas une fois tous les 5 ans, une fois tous les 6 ans. Et du coup, on veut permettre à nos clients de pouvoir abonder leurs investissements s'ils le souhaitent au cours de la vie du fonds, parce qu'ils estiment que les rendements offerts par le marché à yield à ce moment-là, compte tenu de la durée restante du fonds, sont attractifs. Ça, c'est important. Deuxième point aussi, on veut permettre à nos clients de racheter leur part de fonds à moindre coût s'ils ont besoin de leur liquidité ou bien s'ils estiment qu'ils ont fait une bonne performance et préfèrent quitter la classe d'actifs. Et ça, on a vraiment voulu laisser le maximum de flexibilité à tous les souscripteurs de ces fonds-là. La seule chose qu'on demande, c'est de respecter l'égalité des porteurs, bien évidemment. Et du coup, un client qui sortirait avant l'échéance du fonds, on lui demande de payer 1% de frais de rachat acquis au fonds. J'insiste, acquis au fonds. Pourquoi? Parce que nos fonds échéances, ils sont valorisés à l'offre, c'est-à-dire au prix auquel nous, on achète les obligations. Quand un client sort, en face de sa sortie, évidemment, nous, on doit vendre des obligations dans le marché et on les vend au bid. La fourchette bid-offre moyenne sur le yield est de 1%. Du coup, si le client qui sort n'injectait pas les 1% de frais de rachat acquis au fonds, eh bien, ce seraient les clients restants qui paieraient la sortie anticipée de cette personne. Et du coup, ça ne respecte pas du tout les qualités des porteurs et c'est pour ça qu'on a mis en place cette structure de frais qui, en fait, vous protège, vous qui restez dans le fonds jusqu'à l'échéance. Dernier point avant de conclure, je reviens sur les défauts qui sont notre risque principal et je reviens sur l'importance de la diversification. Comment? Eh bien, on a fait une simulation sur un portefeuille équipondéré de 50 lignes et toutes les lignes sont équipondérées à 2%. On est parti d'un portefeuille avec le rendement actuel net sur une part P pour avoir qui est la part avec le plus de frais pour avoir une situation pour avoir une situation réelle. Donc notre portefeuille 2026 aujourd'hui il a un rendement de 3,10% et on a dit combien faudrait-il de défauts dans ce portefeuille selon 3 scénarios pour entamer le capital de celui-ci. Premier scénario, c'est la ligne rouge. On n'investit que dans des dettes sécurisées sur les actifs. On a un taux de recouvrement moyen en cas de défaut historique qui est de 70%. Et bien dans ce cas-là, sur notre portefeuille de 50 lignes équipondérées, il nous faudrait à peu près 25 défauts dans le portefeuille pour que nos clients perdent de l'argent. 25 défauts sur un portefeuille de 50 lignes, ça fait la moitié du portefeuille qui fait défaut. C'est quand même hautement improbable, surtout dans une période de baisse des taux de défaut attendus pour les mois à venir. Deuxième scénario, on n'est investi que dans des dettes non sécurisées sur les actifs. Le taux de recouvrement moyen est de 40%, qui est aussi le taux de recouvrement moyen du yield historiquement sur les 30 dernières années. Et bien là, sur notre portefeuille de 50 lignes, il faudrait 12 à 13 défauts en portefeuille pour entamer le capital de celui-ci. 12-13 défauts sur un portefeuille de 50 lignes, encore une fois, ça fait un taux de défaut extrêmement élevé et hautement improbable. Enfin, dernier scénario, on a des défauts dans le portefeuille et on a 0% de recouvrement, c'est rare, mais ça arrive. Et bien là, même avec 0% de recouvrement, il faudrait encore 8 défauts à peu près dans ce portefeuille de 50 lignes pour entamer son capital. Nous, notre portefeuille actuel, il n'a pas du tout 50 lignes, mais il en a plus de 100. On n'est pas du tout équipondéré à 2%, mais on a beaucoup de lignes qui ont des poids de 0,5%, 1%, 1,5%. Donc en fait, toutes les courbes que vous voyez, rouge, orange, grise, aujourd'hui, elles sont beaucoup plus plates, si vous voulez, et elles coupent l'axe des abscisses beaucoup plus loin que sur cette simulation-là. Et donc du coup, il faudrait beaucoup plus de défauts que ce qu'on affiche ici pour entamer le capital du portefeuille. Et ça illustre vraiment l'importance
de la diversification. Évidemment, si on avait fait un portefeuille de 50 lignes avec un pourcentage d'encours par ligne de 5%, eh bien les courbes seraient beaucoup plus verticales et on aurait besoin de beaucoup moins de défauts pour entamer le capital de portefeuille. C'est pour ça vraiment qu'on insiste beaucoup sur cette notion de diversification qui nous paraît cruciale dans un fonds à échéance. Alors, je vous mets juste cette slide et je m'arrêterai là avec quelques caractéristiques du fonds. Vous verrez après dans la présentation que vous avez ou que vous allez recevoir qu'il y a pas mal de répartitions du portefeuille qui sont relativement récentes. Vous verrez les répartitions par notation, par secteur, etc. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Le portefeuille aujourd'hui, il a un rendement brut de 4,10%, ce qui fait entre 3,6 et 3,10% net de frais de gestion. Et pour conclure, il nous semble que c'est vrai qu'un fonds échéance à yield d'aujourd'hui nous paraît vraiment une solution très opportune dans ce contexte de marché. Pourquoi? Parce que on a vu qu'on a une corrélation qui est très faible, voire négative avec les taux. Dans une phase de remontée des taux, oui, on peut avoir de la volatilité, mais cette volatilité, elle est vraiment temporaire. Et ensuite, à partir du moment où on n'a pas de défaut, où les taux de défaut sont en baisse et où les sociétés continuent de payer leurs coupons, eh bien, ça profitera à ce genre de fonds. C'est un fonds de portage, donc ça amortira encore mieux la hausse des taux et ça vient vraiment comme bloc de diversification dans les allocations, nous le pensons aujourd'hui. Je vous remercie et si vous avez des questions, nous serions ravis d'y répondre. Merci Edouard, merci Romy, merci Guillaume, merci Florent. Alors, on a effectivement quelques questions. La première, comment obtient-on 1,1% alors que le high d'euro est en dessous de 3%? Alors, c'est une question qui a été posée en début de présentation. Peut-être qu'elle n'est plus d'actualité, mais tu peux peut-être revenir là-dessus rapidement. Oui, alors en fait, on a essayé d'avoir un rendement relativement attractif, effectivement, et au vu des conditions de marché, au vu de la crise qu'on venait d'avoir et de la réaction des managements à cette crise, comme l'a montré Romy, qui a été vraiment excellente, on pense, dans la gestion des sociétés, eh bien, on peut se permettre d'aller chercher des notations un peu plus spéculatives. Donc, on est principalement sur les notations simple B, comme on peut le voir sur le graphique que je diffuse en ce moment. Et c'est pour ça qu'on réussit à aller chercher à avoir un rendement qui est autour de 4,10% aujourd'hui brut de frais de gestion. Il y a un autre point qui est important de mentionner, et Florent en a touché un mot rapidement, sur le premier tableau. Hein, effectivement, le rendement du yield euro en général est beaucoup plus bas, hein, mais le yield euro aujourd'hui, c'est plus de 70%, 75% de sociétés qui sont double B. Et les sociétés double B ont un rendement qui est en dessous de 2%. Donc, c'est vrai que évidemment, ça vient un peu distordre le rendement global du yield. Mais nous, on a décidé d'aller chercher des sociétés qui ont survécu à la crise et qui sont dans la catégorie principalement simple B, sur lesquelles on est très confiant quant à leur reprise économique et à leur amélioration de leur qualité de crédit. Merci Edouard. Une autre question. Les marchés de la dette à haut rendement seraient perturbés par les mesures des banques centrales. Ils ont contribué à la formation d'une bulle. Cela entraîne un afflux temporaire de liquidités sans pour autant résoudre les problèmes de solvabilité des émetteurs. Quels sont les éléments qui vont faire évoluer les taux de défaut? Les taux de défaut ayant été multipliés par 2 auraient été multipliés par 2, paraît-il. Alors, les taux de défaut, effectivement, ont augmenté. Comme on l'a vu sur les graphes, ils ont augmenté de manière relativement mesurée. Hein. C'est-à-dire que ça soit en Europe ou aux États-Unis, si on exclut, si les États-Unis on exclut le secteur de l'énergie, bien sûr, eh bien, on voit que les taux de défaut sont montés au niveau de leur moyenne historique. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a eu une explosion des taux de défaut. Et ça, c'est vraiment grâce à toutes les mesures de liquidité offertes par les banques centrales et les États. Ça, c'est clair. Le deuxième point, c'est que la solvabilité des sociétés va s'améliorer grâce à la reprise économique. Et c'est vrai qu'on table beaucoup là-dessus. Et on voit un certain nombre de sociétés aujourd'hui venir déjà se refinancer et venir diminuer leur ratio d'endettement parce qu'elles ont une reprise qui a été importante ces derniers mois et elles ont du coup une reprise d'activité qui leur permet de pouvoir retrouver des niveaux ou des structures de bilan très acceptables. Donc c'est pour ça que la reprise économique couplée au fait que eh bien, les taux de défaut ont été relativement mesurés et vont baisser nous permettent d'être relativement confiants
quant à la suite des événements. Sachant qu'aussi, il y a un autre point qu'il faut mentionner, c'est que sur le yield, on a des sociétés qui sont relativement importantes en taille comparées à de la dette privée, par exemple, où là, c'est vrai qu'on a des sociétés qui sont beaucoup plus petites. Et du coup, évidemment, les niveaux d'endettement peuvent être, ou la reprise économique peut être plus lente ou avoir moins de, comment dire, avoir un impact un peu plus faible ou plus faible sur la reprise. Eh bien, nous, on a des sociétés qui sont importantes, qui en taille, et donc qui peuvent se refinancer très facilement sur les marchés et qui, du coup, vont profiter de cette reprise économique. Alors, j'enchaîne sur une question tout à fait liée. La reprise, elle est peut-être aussi en partie soutenue par les aides d'une part des banques centrales et des États. Et donc, justement, quid de ce taux de défaut que vous anticipez à la baisse parce qu'il y a une reprise quand toutes ces aides vont s'arrêter? Ce qui était important pour faire face à cette crise, c'était de fournir des aides très rapides pour engranger la liquidité, parce que finalement, les activités des entreprises s'est complètement arrêtées pendant plusieurs mois et très soudainement. En fait, elles se sont arrêtées du jour au lendemain quasiment. Les sociétés ont dû fermer toutes leurs usines ou toutes leurs activités. À partir du moment où elles ont eu suffisamment de liquidité et suffisamment d'aide pour faire face à cette phase d'arrêt, et que l'activité économique reprend et qu'elle retrouve des niveaux de profitabilité tels que celles qu'elles avaient en 2019, et on voit des sociétés aujourd'hui dans les résultats en ce moment qui retrouvent des niveaux de profitabilité de l'ordre de ceux qu'ils avaient en 2019, eh bien, on n'anticipe pas de hausse des taux de défaut dû à un arrêt des aides des États. Au contraire, comme je disais tout à l'heure, on voit même des sociétés qui remboursent déjà tous les prêts que leur avaient fait les États, enfin principalement les États, et du coup elles sont capables de retrouver une situation économique normale. Du coup, on est pas très inquiet de l'aide des États. Il faut encore que les États fournissent des aides pour les secteurs qui sont encore en berne. Je pense notamment au secteur du tourisme, au secteur de l'aérien, qui est toujours en difficulté, où la reprise n'est pas encore là. Donc il faudra qu'il soit continu. Il faudra que ces sociétés soient soutenues, sinon effectivement là on pourrait avoir une augmentation des taux de défaut sur ces secteurs en particulier. Mais pour le reste, là où l'économie est repartie, où les sociétés ont réussi à retrouver des niveaux d'activité proches de ceux de 2019, eh bien, on ne devrait pas avoir d'impact sur les défauts pour ces sociétés-là. Est-ce que tu pourrais donner des exemples de cibles de sociétés ou d'investissements? Oui, je peux en donner plein sur 107 lignes dans le portefeuille. On a de quoi faire. Peut-être je vais passer la parole à Emmanuel. Peut-être tu veux parler de Verisure en deux mots. Voilà, c'est une société qui est intéressante, qui est connue par le plus grand nombre, qui est en plus dans la catégorie simple B, triple C, où c'est vrai qu'il peut y avoir un peu d'inquiétude. Donc peut-être juste en deux mots, c'est un bon exemple, je pense. Oui, effectivement, on a un émetteur qu'on apprécie particulièrement, qu'on suit maintenant depuis plusieurs années. C'est d'ailleurs assez sympa sur le high yield, c'est qu'on suit des émetteurs qu'on peut reconduire de portefeuille en portefeuille. Donc Verisure, c'est le leader des systèmes d'alarme télésurveillés en Europe. Et typiquement, on apprécie ce genre de société puisque c'est une société qui fonctionne par abonnement. Donc en fait, aujourd'hui, ils ont une croissance absolument exceptionnelle, à plus de 2 chiffres. Donc ça veut dire chaque année, ils engrangent de nouveaux abonnés à plus 15, plus 20%. Donc du coup, ça constitue un portefeuille de clients qui aujourd'hui atteint une taille critique. On a plus de 3 millions d'abonnés aujourd'hui à travers l'Europe. Et en fait, ça permet surtout, donc tous ces abonnements sont des cash flows récurrents. Et on sait aussi que Verisure est une société, comme on touche à l'intimité presque de chaque personne, la propension à couper son abonnement est très faible parce que en fait, la sécurité c'est l'affaire de tous et surtout de la sécurité personnelle. Donc en fait, l'avantage de Verisure, c'est qu'ils gardent leurs clients très longtemps. Ça donne du coup une prévision assez aisée sur les cash flows futurs de la société. Donc, on aime bien ce genre de société et qui effectivement, du coup, peut se permettre
d'avoir du levier un peu plus élevé parce qu'il y a de la croissance. Et donc, naturellement, c'est une société qui va se désendetter par l'accroissement de son activité et qui va du coup permettre une augmentation quasi continue de sa profitabilité. Donc du coup, la dette en regard de la profitabilité, ce ratio ne fait que s'améliorer au fur et à mesure des années. Donc voilà un exemple de société qu'on aime bien avoir en portefeuille. Merci. Pouvez-vous nous faire une petite explication sur les restructurations opérées sur certains dossiers AI? Je pense à Valourec, Pierre et Vacances, Selecta. Est-ce que ça peut être fait rapidement? Alors en fait, ces trois sociétés, nous ne les avions pas en portefeuille. Donc du coup, la réponse est assez simple. Pourquoi? Alors Selecta, business model qui nous convenait pas particulièrement, avec un levier vraiment très élevé. Valourec, alors Valourec, c'est un dossier qu'on avait apprécié dans le passé, pour rien le cacher. Mais effectivement, on a vu une dégradation du profil de la société avec en fait cette chute sur le pétrole qui en fait ne permettait pas de retrouver des niveaux d'activité de ce que Valourec avait pu connaître dans le passé. Effectivement, Valourec, à l'origine, c'était une société investment grade. Mais bon, on n'a pas senti la possibilité d'une reprise assez forte pour Valourec, qui nous a donné du confort à le garder en portefeuille. Et surtout, du coup, alors j'insiste sur le fait que Valourec, en plus, est une société qui est liée au secteur de l'énergie. Donc, il y en aura, de toute façon, il n'y en aura pas dans 2026. Alors, on a déjà pas mal débordé. C'est plus une remarque, hein. Le client d'assurance vie a aussi des frais de gestion. Il faut les retirer du rendement de 3%. Oui, effectivement, il y a les frais de gestion du contrat. Néanmoins, donc le taux qui est proposé aujourd'hui, effectivement, il n'y a pas de garantie dessus. Ça peut un petit peu bouger dans le temps. Même si vous enlevez encore 1%, enfin, j'arrondis à 1% de frais de gestion de contrat, il vous reste 2%. Net des frais de gestion du produit et des frais de gestion du contrat sur un horizon maintenant de 5 ans. Lorsque vous regardez les taux, des taux à 5 ans, on en a beaucoup en zone vraiment très très faible, voire négatif dans certains pays. Donc oui, c'est évident que ça fait des frais supplémentaires, hein, mais on est dans une configuration de marché où le rendement est de plus en plus cher d'une certaine manière. C'est difficile de l'obtenir. Et ça permet aussi d'avoir quand même une certaine diversification dans les allocations. Quelle pondération dans un portefeuille et quel serait le DC de cette allocation? Alors, je ne comprends pas bien la question. Je ne sais pas si c'était la suite de la question sur Valourec, Pierre et Vacances et Selecta. Bon, là, j'avoue que je ne comprends pas. Le rendement de Verisure, si vous le connaissez. Allô, allô? Oui, on est là. 4,5 aujourd'hui. Hein. Alors, en euros. Ouais. Bon, ça a été émis à 5,1 et du coup, l'obligation s'apprécie. Donc, un petit peu perdu en rendement. C'est toujours très, très attractif. Bon. Eh ben, je vous remercie tous les quatre pour cette présentation très claire. Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés encore une fois ce matin. Toute l'équipe est à disposition si vous avez des questions. Nous allons vous envoyer par email la présentation
Et à l'instar de ce que nous avons fait sur 2021 et 2023, nous allons mettre en place le Flash Hebdo afin de vous tenir informés semaine après semaine de l'évolution du taux du portefeuille. Voilà, donc merci à tous. On vous souhaite une très belle journée. Merci, au revoir. Merci.